Bienvenue sur NeuroConiFoot, le podcast où neurosciences et football se rencontrent pour booster l'intelligence de jeu. Je suis Greg, spécialiste en entraînement perceptivo-cognitif et fondateur de NeuroConiFoot. Si tu es à la recherche de conseils pour former des joueurs capables de mieux lire le jeu, d'anticiper et de prendre de meilleures décisions, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des concepts simples, des outils concrets et des témoignages inspirants. Alors tiens-toi prêt et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast NeuroConiFoot. Mon invité du jour s'appelle Michael Bouli. Après une carrière de gardien de but en pro, il est maintenant entraîneur des gardiens au Paris FC. Allez, c'est parti. Bonjour Michael, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast NeuroConiFoot. Bonjour Greg, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te remercie pour l'invitation. C'est intéressant parce qu'on se connaît uniquement depuis quelques semaines et j'ai cette impression finalement qu'on se connaît depuis bien plus longtemps. Oui, tout à fait. Après, on a beaucoup de centres d'intérêt vraiment intéressants sur cette partie cognitive qui est plus une passion aujourd'hui, qui est devenue une passion par rapport aux années, à des gens qui ont ouvert les yeux, qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément et même au-delà de mon métier. Donc, on pourra en discuter tout à l'heure sur la partie aussi profilage, etc., notamment sur des études de psychologie pure par rapport à plein de choses. Mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans l'étude de l'humain. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, Michael, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours de coach ? Mon parcours de coach très simple, après une carrière de Ligue 2 et un peu d'étranger, notamment en Suisse. Tout de suite, j'avais l'ambition de pouvoir devenir entraîneur des gardiens après ma carrière. C'est quelque chose qui m'animait. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été intéressé à savoir comment les entraîneurs à l'époque se souciaient de mon évolution. Comment ils s'y prenaient et surtout des rencontres qui ont fait basculer ma vision des choses il y a pas mal de temps, pas mal d'années maintenant. Un parcours, on va dire, de commencement en Boulogne-sur-Mer où j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Philippe Montagnier et Hubert Fournier qui m'ont aidé à pouvoir rentrer dans ce système de football de haut niveau. Après, j'ai fait pas mal de, comment dirais-je, de sélections. J'ai fait la Suisse. Après, j'ai fait l'Algérie où j'ai eu la chance d'aller à la Coupe du Monde en 2014. Donc, préparer aussi les JO avec les U23. Donc voilà, après Trabzonspor, Ligue 1 en Turquie, qui m'a apporté aussi pas mal d'expérience au niveau de la Coupe d'Europe, etc. Et puis maintenant au Paris FC depuis 10 ans, avec un projet qui est toujours le même depuis pas mal de temps maintenant, celui de développer les jeunes pour qu'un jour ils puissent jouer en équipe professionnelle. Voilà, c'était ce projet qui me tenait à cœur et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire avec l'arrivée des nouveaux actionnaires, de Red Bull, qui a cette capacité aussi à développer tout ce qui est football et innovation. Donc voilà, je trouve que la synergie est plus que positive et on a hâte de pouvoir partager et hâte de pouvoir développer les choses ensemble, tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ces rencontres justement qui t'ont inspiré et qui t'ont amené à intégrer l'entraînement cognitif dans ton travail au quotidien ? Alors, moi, je suis assez curieux, même très curieux, et j'ai toujours envie d'apprendre. Pourquoi ? Parce que le métier a évolué énormément depuis mon passage, on va dire, en tant que joueur et aujourd'hui mon passage en tant qu'entraîneur. Le poste a énormément évolué. Donc, en 1992, il y a eu la première règle de la passe en retrait au niveau des gardiens. Donc moi, à cette époque-là, j'étais jeune, donc j'ai pu assimiler un petit peu tout cet aspect, on va dire, on peut parler cognitif, de situation où il y avait déjà un intérêt à
au gardien de jouer au pied sur une passe en retrait. Donc, voilà, c'était plus primaire sur un dégagement. On va dire de dégager le plus loin possible pour que le danger soit le plus loin possible. On s'aperçoit aujourd'hui que sur les systèmes d'évolution et sur les systèmes de pensée des entraîneurs, tout ça a complètement évolué. Ça veut dire que depuis 92, il y a énormément de choses qui ont évolué par rapport au gardien de but et à son utilisation. Donc, ce qui m'a fait réfléchir à plein de choses. Après l'année dernière aussi, enfin l'année dernière, pardon, il y a 2-3 ans sur la règle aussi des 6 mètres où on avait le droit de jouer dans sa surface de réparation. Donc, on est en perpétuelle évolution sur toutes ces stratégies-là. Donc, on aura le temps d'en parler, je pense. Mais il y a des choses qui m'ont marqué, notamment la rencontre avec Christophe Olichon il y a énormément de temps maintenant, sur sa capacité aussi à pouvoir m'inviter à Chelsea assez régulièrement, sur déjà sa pensée de faire des choses un peu différentes dans ce système cognitif où déjà il travaillait avec une personne de la vision, voilà, sur pas mal de domaines. Après une rencontre aussi avec Thierry Bernard qui m'a montré plein de choses. Moi, j'ai joué en Suisse, donc on a une collaboration qui est hyper intéressante dans énormément de domaines. Il m'a appris à lire les choses, à lire les matchs, à lire les situations. Donc voilà. Après, la rencontre des entraîneurs aussi, qui m'ont permis aussi de pouvoir être sensible à l'évolution du football, notamment des grands entraîneurs, avec des systèmes de développement au niveau des gardiens qui sont différents dans leur utilisation. Donc, ça fait poser énormément de questions. Et puis aujourd'hui, nous, au PFC, on a quelqu'un qui s'appelle Stéphane Gilly, qui a une option très particulière sur les gardiens de but et qui me permet, moi, personnellement, de pouvoir me développer encore plus sur la partie tactique et l'évolution aussi du gardien de but dans son environnement qui est un peu délocalisé de sa surface de réparation parfois, qui est aussi dans des systèmes de développement un petit peu comme le quarterback football américain avec certaines stratégies de développement de ressortie de passe. Donc c'est quelque chose qui m'anime énormément et quelque chose qui me sensibilise moi en tant qu'entraîneur. Après, j'ai aussi une sensibilité. Alors, avant de parler de tout ça, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'était en 2012 avec quelqu'un qui s'appelle Mounir Chenaoui, qui était responsable du développement au niveau du sommeil par rapport à l'équipe nationale d'Algérie, qui nous a préparé pour la Coupe du Monde 2014. Et là, ça a été une révélation pour moi. Pourquoi? Parce que toute cette sensibilité qu'on peut avoir, elle est intéressante dans la capacité à savoir si ton athlète est capable de pouvoir réaliser ce que tu lui demandes. Donc, le sommeil est primordial. Il l'utilise avec l'armée, avec des gens qui partent en mission. Donc, c'est un petit peu le même genre de situation, même si nous, on joue pas notre vie. Quoique, des fois, ça peut briser des carrières, mais je trouve que c'est hyper intéressant dans l'approche. Après, aussi Romain Bordas, qui pour moi a été très intéressant dans l'évaluation de mes athlètes selon la capacité à voir les choses. Donc voilà, c'est des gens avec qui je travaille énormément sur tous ces points et qui m'aident aujourd'hui à pouvoir structurer mes entraînements, à pouvoir réfléchir, pouvoir me documenter sur plein de choses. Donc voilà, et des rencontres aussi que j'ai faites avec des professeurs d'université, des psychologues, des gens qui t'aident à mettre des mots sur ce que toi, tu peux ressentir sur le terrain. Donc je pense que l'amalgame et la symbiose de tout ça nous amène à pouvoir réfléchir sur plein de sujets, quoi. Alors, je sais que tu collabores aussi avec des chercheurs, comme Laure Fernandez, notamment de l'Institut des sciences du mouvement de Marseille. Ouais, ben Laure, elle est d'une grande aide. Pourquoi? Parce que bon, elle a cette capacité à mettre des mots sur moi, ce que je ressens. Donc, ce que je te disais, moi, j'adore me faire accompagner de personnes qui sont très habiles dans leur métier. Pourquoi? Parce que déjà, ils m'expliquent un petit peu comment ça marche.
Euh, Ils m'aident sur beaucoup de points. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont experts dans leur domaine. Et la collaboration, elle est intéressante parce qu'ils viennent sur le terrain avec moi. Moi, je vais avec eux, que ce soit dans leurs cours, etc., etc. Donc, on arrive à trouver chacun notre place, tu vois, mais dans une interaction qui est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que euh, ça nous permet de développer des choses intéressantes. Et je trouve que la science et le sport sont très intéressants dans ce domaine et pour entre guillemets, essayer de chercher au moindre détail possible, quoi. Donc c'est pour ça que, en plus, Laure a une particularité, c'est qu'elle est préparatrice mentale aussi. Donc il y a tout ce bagage, on va dire, de connaissances qui me permet, moi, de pouvoir reconnaître des situations, reconnaître des attitudes qui me font penser que mon gardien est pas, peut-être pas en confiance sur certaines choses. Donc voilà, c'est un échange, c'est super instructif et surtout, c'est quelque chose qui est positif pour le développement des gardiens, le développement des entraîneurs de gardiens. Donc il y a vraiment un intérêt commun à travailler ensemble et c'est ça qui est hyper intéressant. Alors, pour venir un peu dans le vif de notre sujet, qu'est-ce que l'entraînement cognitif, si tu devais, toi, le définir? Parce que l'objectif de ce podcast est de démocratiser l'entraînement cognitif, de le vulgariser en quelque sorte. Donc, si tu devais donner une définition simple à nos auditeurs, quelle serait cette définition? Bah déjà, moi, je vais le vulgariser. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est pas mon métier. Moi, ce que je disais au début en préambule, c'est que moi, j'utilise les compétences des gens qui sont habilités à pouvoir le faire. Donc, ce serait très malvenu de ma part de vouloir discuter de tout ce qui est technique, même si dans ma formation en licence en neuropsycho, j'ai des modules, j'ai surtout des structures qui m'expliquent comment ça marche. Donc ça, par humilité et puis surtout par respect des gens qui vont écouter, et surtout des scientifiques, j'ai aucune légitimité à pouvoir en parler. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, premièrement, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est au niveau cognitif, c'est la perception et la motricité. On peut pas, pour moi, différencier les deux choses. Pourquoi? Parce que là, on va rentrer dans le système de jeu, etc. Moi, pour moi, chaque situation de jeu, parfois, reviennent assez souvent. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une prise d'information qui est faite selon la situation et selon la position sur le terrain. Donc, pourquoi? Parce que cette capacité, on va dire cognitive, elle se travaille aussi parfois simplement sur un écran ou sur des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est ce qui se passe sur le terrain. J'utilise aussi, et ça on pourra en discuter, divers, on va dire, outils de performance qui vont nous permettre de pouvoir automatiser les gestes, les situations, etc. Je pense souvent à la vidéo, qui pour moi est un élément mais crucial et primordial pour l'évolution des jeunes. Après, il y a tout ce qui est neurotracker, etc., qui ont comment dirais-je, une perception qui est très cognitive parce qu'il n'y a pas de geste, on va dire, moteur derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette partie cognitivo-moteur qui va me permettre de pouvoir répondre à la situation dans le rythme du match. Donc ça, le rythme du match et aussi la prise d'information qui pour moi est aujourd'hui primordiale sur le scanning. À quel moment je prends mon information, sur quelle partie du terrain je la prends. Est-ce que je la prends loin? Est-ce que je la prends près? Donc il y a tout un système de développement de scanning qui pour moi est important et le temps du scanning. De toute façon, ça va toujours se jouer sur le temps, l'action et la vitesse de réaction. Donc là, il y a des choses qui sont hyper intéressantes dans tout ce qui est neurosciences. Pourquoi? Parce que on nous explique un petit peu comment marche le cerveau. Il y a des experts qui sont, et tu l'as spécifié tout à l'heure, il y a des gens qui sont très habiles dans leur manière de faire. Et moi, ce qui est important, c'est de le corréler avec ce que je vis moi sur le terrain. Donc, c'est pour ça que l'avis des experts est très important. Pourquoi? Parce qu'on s'associe. On s'associe, moi, à mon ressenti sur le terrain, et lui à son ressenti, on va dire, d'un point de vue scientifique.
Si je devais synthétiser ce que tu dis, l'entraînement cognitif, d'après toi, serait un entraînement de la perception, de la cognition, mais toujours couplé à un mouvement. Pour moi, c'est primordial. Pourquoi? Parce que toute action donne un mouvement. Toute prise d'information va donner un mouvement sur l'acte choisi, on va dire, de l'action. Donc, selon les actions, selon la répartition du terrain, selon la motricité aussi de l'adversaire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes gardiens arrivent à lire la motricité de l'adversaire. Par exemple, si c'est un gaucher qui joue à gauche, au moment de centrer, quelle information ils prennent? Est-ce que le ballon, dans quelle partie il est du terrain? Est-ce qu'il est proche? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'ils ont une capacité à lire très rapidement la vitesse du ballon et le geste moteur qui va en découler, pardon? C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre les prises d'informations dans l'environnement. Alors, on peut le coupler, et c'est ce que je fais assez souvent, à des bless pods où moi, alors moi, je suis un peu un essayiste, hein. J'essaye pas mal de choses. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce côté créatif qui, moi, m'anime. Et l'idée aussi de faire repérer les situations de jeu par rapport à des lumières. Donc, moi, il m'arrive souvent de mettre des bless pods sur les parties des joueurs, que ce soit les poignets, que ce soit les chevilles. Et il m'arrive aussi de mettre des couleurs sur les membres des joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont essayer de lire la motricité du joueur, de l'adversaire, etc. Donc, ça permet aussi de prendre des informations. Et après, je diminue les couleurs, tout simplement. Donc, je peux passer du fluo aux couleurs toutes basiques avec une chaussette blanche, une chaussette noire. Voilà, donc c'est des choses que j'essaye de transférer sur ce que je peux voir au niveau des bless pods, au niveau des situations, par exemple, du neurotracker ou, par exemple, l'Institut de Rennes avec qui je collabore souvent. On fait un système de développement tactique neurotracker avec un système de jeu des joueurs devant. Donc voilà, il y a plein de gens qui travaillent sur ce sujet qui, pour moi, sont hyper intéressants dans la proposition de contenu. Il y a aussi ce système de VR aussi qui, pour moi, est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est en immersion dans les systèmes. Maintenant, on a aussi des capteurs qui se trouvent au niveau des jambes qui nous permettent aussi de pouvoir allier, comme je disais tout à l'heure, les coordinations au niveau perceptivo-motrice. Donc ça, c'est quelque chose qui me sensibilise énormément. Donc l'idée des options, elle est très intéressante dans plein de choses à condition de savoir ce qu'on travaille. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de demander avec les personnes avec qui je travaille, qu'est-ce qu'on travaille? Et qu'est-ce que je vais faire évoluer sur cette partie-là? Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. J'aimerais revenir sur le neurotracker que j'ai moi-même utilisé. Et ce que j'ai observé, c'est une baisse de motivation dans le temps, comme une forme de redondance dans ces exercices. Alors oui, au début, on travaille sur une chaise, ensuite on peut amener du mouvement, mais ça reste néanmoins du mouvement très léger. Et j'ai observé justement cette baisse de motivation chez les athlètes avec neurotracker sur le moyen, voire moyen long terme. Quelle est toi ton expérience personnelle? Alors moi, mon expérience, elle est sur aujourd'hui la capacité à quelqu'un de trouver un intérêt sur l'exercice. Il y a un phénomène aussi qu'on parle pas, c'est un phénomène de génération. Moi, j'ai des gardiens de but aujourd'hui qui n'ont jamais eu on va dire, ce système d'apprentissage dès le plus jeune âge. Si je peux faire un lien, il y a le lien entre aujourd'hui, les jeunes jouent beaucoup aux jeux vidéo. Donc, il y a un intérêt aussi à pouvoir s'intéresser de ça, de ce genre de situation et de ce genre de programme. Pourquoi? Parce que ils sont assez connectés aujourd'hui à tous ces phénomènes. Le problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai entraîné des gardiens qui avaient un âge assez avancé, qui avaient une structure de développement et d'apprentissage qui n'était pas du tout celui-ci. Et moi, je me suis aperçu que ces gardiens-là abandonnaient très rapidement ce système de développement. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans leur système d'apprentissage. Et ils trouvaient cela peut-être avec un intérêt, mais eux n'étaient pas sensibles à ça. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles à ça, et notamment sur tout ce qui est animé.
Pourquoi? Parce que c'est dans leur culture, c'est dans le développement. Aujourd'hui, moi, à mon époque, j'avais des vidéos, c'était cassette VHS, hein. Aujourd'hui, on peut très bien trouver, trouver des moyens de communication beaucoup plus rapides, ce qui est bien d'ailleurs. Et on peut utiliser WhatsApp, etc., pour leur redonner des vidéos et avoir des contenus aujourd'hui qui sont élaborés par rapport à la prise d'information, de décision, etc., par rapport à la tactique de l'équipe adverse, au système de pression, etc., etc. Donc, en plus, on a des analystes qui sont très performants là-dessus, avec des montages vidéo qui sont vraiment d'excellente qualité. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau de la vidéo, pour moi, c'est un élément primordial aujourd'hui dans le système d'apprentissage. Après, sur le NeuroTracker, je pense que ça peut être intéressant, cumulé avec avec un geste moteur. Voilà. Moi, j'ai pas les retours. Je sais qu'il y a des études qui sont faites sur tous ces exercices-là. Moi, je sais qu'il y a certains gardiens, pour moi, qui n'aiment pas ça. Donc, moi, je les oblige pas à le faire. Par contre, ce que je me suis aperçu, c'est que il y a des gardiens qui sont très mauvais au NeuroTracker, mais qui sont très, très bons dans l'analyse de situation de match. Donc, dans le repérage moteur et surtout gestuel des joueurs adverses. Ça m'intéresse. Et donc, c'est la réflexion qu'on a aussi avec l'université de Rennes, c'est de trouver un exercice ou trouver des situations où il y a des contextes football qui soient similaires au NeuroTracker, par exemple avec des joueurs qui s'effacent, etc., ou un attaquant qui passe devant le défenseur. Donc, dans la réalité virtuelle, il y a beaucoup de programmes et beaucoup de choses qui sont très performantes maintenant. Je vous dis, l'université de Rennes, sur ces systèmes-là, est très, très intéressante. Donc, il y a énormément de choses qui sortent. Il y a énormément de choses qui sont très intéressantes en option sur tous ces systèmes de développement. Après, moi, je reste focalisé aussi prioritairement sur le jeu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus efficace que de lire des situations de match dans son contexte. Pourquoi? Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que il y a la pression, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il vient un peu parasiter toutes ces prises de décision, etc., etc. Donc c'est quelque chose aujourd'hui, les émotions, qui font que une stabilité mentale, elle est importante. Pourquoi? Parce que ça va empêcher d'inhiber on va dire des parasites dans le cerveau, quoi, tout simplement. Et c'est ça qui pour moi est très intéressant. Et j'essaye de faire un maximum d'entraînement avec des situations et des relations avec que ce soit avec les défenseurs, les milieux et les attaquants. Et on a un entraîneur qui est très, très sensible à ça. Donc, c'est très intéressant. Alors, on va revenir sur ta philosophie et ta méthodologie de travail un tout petit peu plus tard, mais j'aimerais qu'on aborde maintenant ton domaine d'expertise, à savoir le poste de gardien de but. Quelles sont, Mickaël, les qualités actuelles d'un gardien de but de haut niveau? Alors, comme je te disais, moi, pour moi, le poste a complètement changé. Pourquoi? Parce que le gardien maintenant est utilisé ou pas de manière, euh, de manière à avoir des options et une bibliothèque de situations, on va dire, qui est vraiment très, très large. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines équipes, il faut que ton gardien il soit bon du pied droit, bon du pied gauche, capable de jouer court, capable de se déplacer dans le mouvement, dans des situations de possession de balle, capable de trouver en cas de pressing un joueur qui est au milieu de terrain, donc soit pour une déviation, soit pour un espace, que ce soit côté droit ou côté gauche selon l'adversité ou le pressing de l'adversaire à droite ou à gauche, capable de le trouver aussi de la tête sur une déviation, capable de le trouver au niveau de la poitrine parce que le défenseur est derrière, il doit monopoliser le ballon pour trouver une transition. Capable de prendre un ballon sur un centre aérien et de relancer très vite. Capable de faire un arrêt sur des transitions. Donc voilà, et, on demande à un gardien pratiquement de savoir faire des choses qu'un joueur de champ ne sait pas faire. Donc l'arrière latéral, s'il est gaucher, normalement,
il a moins d'aptitude, même si on va lui demander d'utiliser son pied droit. Aujourd'hui, un gardien, ça peut être délocalisé dans toutes les parties de sa surface de réparation. Donc, ça veut dire que on parle toujours du gardien de but sur en phase de possession, mais à partir du moment où le gardien perd le ballon, à quel moment il le perd et à quel endroit. Donc, ça veut dire que sa transition défensive, elle est, pour moi, plus importante que cette situation ou aussi importante que cette situation de possession de balle. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver dans des positions qui vont être complètement délocalisées selon l'utilisation du coach. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de situations, on va dire, psychologiques à travailler en entraînement. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a différents gardiens de but. Alors, pourquoi il y a différents gardiens de but? Parce que je vais te donner un exemple. On me dit souvent, avant, on jouait au foot dans les cours de récréation et le gardien était goal volant. Ouais, ok. Et on se fiche toujours sur cette image de goal volant à l'école et tout. Mais moi, ok, j'ai connu goal volant parce que j'aimais jouer au foot, j'aimais participer, etc. Mais j'ai aussi connu des goals où eh ben, ils allaient défendre la porte de garage aussi. Ils ne bougeaient pas de la porte de garage. Alors moi, je vais juste te donner deux exemples qui sont établis déjà dès le plus jeune âge. C'est que tu vas avoir déjà deux sortes de gardiens. Un gardien qui va jouer entre les deux construits en débutant et un autre gardien qui va participer au jeu. Et ça, c'est construit comment ça? Ça, c'est construit par rapport, et on revient toujours à la même chose, c'est l'humain. Comment cet humain a été construit? Comment ce sportif a été construit? Quelles sont ses références à la maison, du papa, de la maman, de la famille, etc. Quelles sont ses références aussi par rapport aux entraîneurs qu'il va connaître? Et donc déjà, là, tu as deux situations où tu as deux gardiens complètement différents dès la base. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'ADN de mon gardien. Qu'est-ce qu'il a appris et comment il voit les choses. Et je vais te faire... On est à nouveau dans cette relation corps et esprit, finalement. Et complètement, parce que tout est lié. Et je vais te faire je vais te donner un exemple, pardon. Aujourd'hui, on parle de Chesney qui est à Barcelone, qui a été recruté pour pallier l'absence de Ter Stegen. Et durant le match où il a dû jouer en Champions League, il dit ma perception du football n'est plus la même quand je jouais à Arsenal avec Arsène Wenger et après la Juve, qu'avec aujourd'hui mon utilité et ma fonction au niveau de Barcelone. Et donc, ça nous donne pas mal d'indices et pas mal de choses et quelque chose, moi, qui me passionne énormément dans mon métier, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, mon gardien est capable de jouer dans ces systèmes-là. Et tu t'aperçois que ce gardien de but, qui est pour moi, qui fait preuve d'une intelligence extrême, de savoir à se poser la question, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour répondre aux exigences? Et là, on revient au cerveau, c'est que est-ce que ces constructions neuronales sont pas, on va dire, établies aujourd'hui dans son cerveau pour pouvoir répondre aux exigences de Barcelone? Pourquoi? Parce qu'il y a une construction neuronale qui fait que son poste de gardien de but, il l'a vécu, il l'a utilisé durant toute sa carrière d'une certaine manière. Donc on revient au système gardien, porte de garage et gardien, entre guillemets, qui joue plus dans le jeu. Donc il y a tout ça qui change pour moi. Aujourd'hui, pour moi, un bon gardien, c'est être capable de jouer dans n'importe quel système proposé par le coach. Et ça se travaille pour moi depuis le plus jeune âge. Pourquoi? Parce que moi, j'appelle ça maintenant des gardiens hybrides, avec la capacité de pouvoir jouer selon n'importe quel entraîneur qui arrive au niveau de l'équipe professionnelle. Et donc, c'est l'exemple même de quelqu'un qui se pose la question et d'une intelligence qui, pour moi, est très intéressante parce qu'il se pose la question pourquoi il est dans cette situation-là par rapport à ce système de jeu-là aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il ose le dire. Et il ose dire que dans certaines situations, tous ces référents sont complètement mis à néant.
tout simplement. Ça reste un très, très bon gardien de but. Mais le fait que sa défense joue haut, qu'il n'ait pas l'habitude de gérer la profondeur, ne lui permet pas d'avoir des référents de confiance. Ce qui est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, selon où tu entraînes ton gardien, il va avoir des référents visuels, il va avoir des références de confiance psychologiques par rapport à l'endroit où il est. Si tu entraînes un gardien simplement dans tes 6 mètres, le fait de le délocaliser à droite ou à gauche, selon les systèmes, comme on dit à Manchester City, où Ederson est capable d'aller à droite, à gauche, verticalement, horizontalement, enfin peu importe. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important là-dedans, c'est la notion de confiance. À partir du moment où on délocalise et on déstructure, on va dire, pour restructurer, on va dire, des chemins neuronaux, ça va demander quoi? De la patience, de l'adaptabilité et des nouvelles prises d'informations, tout simplement, et des nouveaux spécifiques qui vont être en adéquation avec le système, que ce soit d'un point de vue possession de balle, transition et défense, tout simplement. Alors, ce que tu décris là, ça, en sciences cognitives, ça s'appelle la flexibilité cognitive, qui est une des fonctions exécutives qu'on abordera d'ailleurs dans le prochain épisode. Les fonctions exécutives, donc, qui sont composées de la flexibilité cognitive, la mémoire de travail et également l'attention. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra prochainement et je te rejoins complètement. C'est essentiel dans ce football qui demande beaucoup d'adaptabilité. Comment entraînes-tu tes gardiens pour expliquer un peu à nos auditeurs ce que tu fais d'un point de vue cognitif? Est-ce que tu pourrais détailler un peu ta philosophie et ta méthodologie de travail? Alors, expliquer comme ça, c'est pas trop évident. Moi, j'ai souvent des référents de match qui, pour moi, reviennent souvent. Ce qu'il y a de plus dur pour un gardien, c'est le mouvement qu'il y a devant lui. Et ça, c'est quelque chose qui peut l'inhiber. Donc voilà, moi, je fais beaucoup de retours vidéo, je fais beaucoup de montage vidéo sur mes gardiens. Je prends énormément d'exemples sur des gardiens de très, très haut niveau qui ont la capacité de pouvoir prendre des décisions très rapides. Pour moi, un gardien, c'est quelqu'un qui sait gérer des espaces aussi, anéantir une situation de l'équipe adverse avant d'arriver à échéance. Mais ça, c'est des systèmes de lecture qui doivent être pris en compte déjà à l'entraînement. Donc, je m'explique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de quand et de où mon gardien va lire la situation. Pour moi, ce qui est primordial, c'est de lire les situations avec comment dirais-je, une capacité à voir loin. Pourquoi? Parce que le début de l'action, il se déroule où? Et l'idée, c'est de comment tu l'entraînes et comment tu l'habitues à regarder. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il voit? L'action est loin, donc il a plus de temps. Oui, mais ça donne un stress supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'attente. Aujourd'hui, ce qui est plus facile pour un gardien, entre guillemets, je dis bien parce qu'il n'y a pas de choses faciles, c'est tout ce qui est réflexe. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui arrive très rapidement et dans un espace très réduit. Moi, juger un gardien, c'est intéressant dans sa capacité à lire très loin le départ du ballon, être capable de savoir à quelle hauteur est le ballon, selon s'il est tendu, s'il est haut, est-ce que c'est pour lui, est-ce que c'est pas pour lui, est-ce qu'il y a un défenseur seul ou est-ce qu'il y a un attaquant qui arrive, est-ce qu'il y a une notion de 2 contre 1 ou d'1 contre 1. Donc c'est cette faculté visuelle et cette qualité de scanning qui va me permettre de pouvoir juger mon gardien sur sa capacité à pouvoir prendre les bonnes décisions. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très, très important. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de voir dans quel comportement et dans quelle attitude est mon gardien. S'il est bien, s'il n'est pas bien. Généralement, on juge un gardien sur la capacité et l'état émotionnel sur un ballon aérien, sur une situation de profondeur et après sur l'état émotionnel d'un 1 contre 1. Donc par contre, aussi 1 contre 1, ce qu'il faut bien spécifier, c'est que le 1 contre 1, c'est quand l'attaquant arrive en 1 contre 1 devant le gardien. Parce qu'on a souvent tendance à dire que le 1 contre 1, c'est que le défenseur est avec l'attaquant et que le gardien est dans les buts. Donc là, pour moi, ce n'est pas du 1 contre 1, c'est du 2 contre 1. Et d'un point de vue psychologique, je vais te faire juste un aparté qui, pour moi, est très important.
Ce qui est important pour moi, c'est de mettre en relation le gardien aujourd'hui dans le système collectif. Pourquoi? Parce que quand je te dis 4-4-2, ça fait combien? Ça fait 10. Ça fait pas 11. Donc la première question que j'ai posée à mon prof en psycho, je lui ai montré, il m'a dit mais ça c'est pas normal, ça rentre pas dans les systèmes collectifs. Donc quelque part on a un métier aujourd'hui qui est seul parce que le poste veut ça. Je parle de l'entraîneur des gardiens et du gardien, mais aujourd'hui qui est primordial dans l'aspect collectif. Pourquoi? Parce qu'on doit absolument faire partie de l'équipe, mais pas seulement le gardien de l'équipe, mais l'entraîneur des gardiens aussi de l'équipe, du staff. Pourquoi? Pour pouvoir discuter de certaines stratégies collectives qui vont nous permettre de pouvoir avoir des relations, non seulement nous dans le staff, mais des relations du gardien avec les défenseurs, avec les milieux, etc., pour développer des stratégies de jeu. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que déjà, la terminologie et numériquement, c'est pas juste. C'est pas juste. Donc ça, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, le football nous montre que par rapport aux pensées de nouveaux coachs, etc., on doit être vraiment imbriqué dans le système collectif. Et l'entraîneur des gardiens doit savoir. Moi, la première question que je pose à mon entraîneur, c'est comment tu veux faire jouer ton gardien. Donc déjà, tu as plusieurs options par rapport aussi à tes entraînements, par rapport à la participation. Aujourd'hui, nous, les gardiens, participent énormément avec le groupe, participent énormément dans la collaboration. Pourquoi? Parce que le jour du match, c'est en collaboration tout simplement. Est-ce que tu es adepte comme moi dans le travail individuel, à l'apport de variations, que ce soit d'objets, de balles de tennis, de balles de ping-pong, de changer des paramètres de l'environnement justement pour travailler cette flexibilité cognitive? Moi, je pense que le jonglage est intéressant dans l'aspect, on va dire, visuel, coordination, gestion de l'espace, gestion de la concentration. Donc ça, c'est des choses que je fais, oui. Par exemple, sur l'échauffement, sur, sur des moments, on va dire, d'échauffement avant l'entraînement ou à la mi-temps du match. J'utilise aussi plein de concepts comme toi, tu peux les utiliser. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment les lectures de situation. Moi, c'est quelque chose qui chez moi est très marquant. Pourquoi? Parce que euh, l'idée, c'est de les ouvrir à la vision du jeu dans l'écologie. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils vont rencontrer le jour du match. Moi, j'aime bien mettre des couleurs de l'équipe adverse lors de mes entraînements pour déjà s'identifier et surtout percevoir ce qu'ils vont, euh, ce qu'ils vont vivre le jour du match, avec des référents qui peuvent être des référents de chaussettes, des référents de shorts ou des référents de maillots. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est très intéressant. Et là où c'est très intéressant, et je vais faire une parenthèse sur Romain Bordas, avec qui j'ai cité au départ de notre entretien, c'est qu'un jour, moi, je fais venir Romain, et Romain, il me dit, tu sais que ce garçon a un problème. Je dis d'accord, pourquoi? Parce que Romain les analyse et il me donne un rapport par rapport à ses, euh, à ses retours d'analyse. Donc, il me dit, ce garçon a un problème. Je dis d'accord, ok. Et moi qui est très sensible aux couleurs et qui est très sensible à cette capacité de pouvoir voir rapidement et de prendre des décisions par rapport aux courses des joueurs, etc. Et il me dit comment il est dans le jeu. Je lui dis, bah écoute, il a du mal à prendre des décisions et des comment dirais-je, des postures qui sont pour moi aujourd'hui intéressantes pour lui dans des systèmes de jeu. Et me dit, tu sais que ton garçon, il est daltonien. Et donc, tu vois, c'est tous ces références-là qui, moi, à un moment donné, me servent avec tous ces spécialistes. Pourquoi? Parce que au départ, tu crois qu'il est lent dans sa prise d'information, mais en vérité, il est daltonien. Et nous, on joue en bleu. Et à l'entraînement, c'est bleu-rouge, souvent, tu vois. Et je n'avais pas pris en considération toute cette, euh, cette, euh, cette analyse de Romain, qui lui m'a éclairé sur ce système de vision.
Et donc, on s'est aperçu d'énormément de choses. Mais on s'aperçoit d'énormément de choses. Des gens, enfin, moi, Romain, il me dit des fois, lui, il voit pas de l'œil gauche, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant déjà dans le diagnostic de départ. Intéressant ce que tu dis, j'en parlais d'ailleurs dans mon précédent épisode. J'expliquais que la prise d'infos déjà n'est pas que visuelle, mais même au cœur de la vision, elle ne se limite pas au scanning. Encore faut-il un système visuel qui fonctionne correctement. Et je spécifiais que le bilan visuel devrait être quasi obligatoire dans le monde professionnel pour tester justement les différents paramètres de la vision. Et ça rejoint exactement ce que tu dis sur ce cas ici présent. C'est exactement ça, hein. Aujourd'hui, il me faut un diagnostic, moi, pour savoir, ben, au même tarif que le sommeil, savoir si mon gardien dort bien. Donc, nous, ils ont tous une bague au niveau du sommeil, donc pour contrôler le sommeil, pour voir un petit peu dans quel état ils arrivent le matin, selon s'ils sont célibataires, pères de famille, etc. Donc, ça change beaucoup la donne. Et moi, je me sers beaucoup de ça pour après individualiser mes entraînements par rapport à la nuit qu'ils ont passée, par aussi à la somme de fatigue, parce que on parle beaucoup de cognitif, mais on se rend pas compte que l'aspect cognitif nous prend énormément de facultés mentales. Donc, ça fait qu'un jour, parfois, les athlètes sont fatigués. Donc, on le voit entre guillemets dans une préparation pardon, physique où l'athlète a des douleurs. En préparation mentale, on le voit que très rarement. C'est pour ça que moi, on a un suivi voilà, qui est très intéressant sur tout cet aspect-là. Moi, il m'est arrivé de faire trop de cognitif par rapport à la capacité à mon gardien de pouvoir réceptionner ce que je lui donnais. Donc, c'est toutes des expériences, moi, qui m'ont servi. Et aujourd'hui, tous ces gens qui sont à côté de moi me permettent d'être un peu les garde-fous de ce que je fais, quoi, tout simplement. Alors, on va parler aussi un peu de formation. Qu'est-ce qui est important, d'après toi, Michael, dans la formation des jeunes gardiens? Tu vois, par exemple, chez les jeunes, pour moi, ce qui est important, c'est, comme on en parlait précédemment, c'est l'ADN, quoi, l'ADN sportif, l'ADN aussi social. Et je reviens à l'article, tu vois, de Chesney qui évoque les différents types de jeux dont il a connu, que ce soit Barcelone, tu vois. Il parle de l'Italie, qui est légèrement en avance sur le point de vue technique. En Espagne, ils sont largement en avance sur le point de vue tactique, tu vois. Et lui, il dit, je dois m'adapter au style qui est à la fois exigeant et captivant, avec une communication sur le terrain, par rapport aujourd'hui avec une défense qui est haute, avec, comment dirais-je, un système de jeu qui repart du bas et qui est en adéquation avec le système défensif, milieu, etc. Donc, tu vois, il y a toute une coordination qui est nouvelle, tu vois. Donc, il disait qu'Arsenal, le bloc était bas. Lui, était proche de ses défenseurs. Donc, au niveau de son adaptation, il devait mettre en adéquation aujourd'hui les systèmes d'entraînement et les systèmes d'évolution qui lui permettraient d'être au plus efficace possible, tu vois. Donc, il parle de relation, comment dirais-je, au système et au collectif. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que euh, le poste du gardien a évolué, mais terriblement. Donc, il y a cette élasticité cérébrale qui est valable pour les entraîneurs qui ont revu un petit peu le développement de leur tactique. Les entraîneurs de gardiens, bien évidemment, qui sont eux un petit peu le guide, l'accompagnant des gardiens en relation avec le coach. Donc, tu vois, c'est toute une question d'élasticité cérébrale et par rapport aussi aux gardiens. On dit que c'est souvent le gardien qui doit comprendre, mais nous, on doit l'aider à comprendre. Et nous, on doit comprendre aussi ce que veut le coach, ce que veut peut-être la philosophie de jeu de certains pays, etc. Le système aussi de développement des gardiens selon les fédérations. Donc ça, c'est tout des choses aujourd'hui qui sont des références de développement d'un jeune gardien. Donc moi, j'appelle ça les hybrides. Pour moi, ils doivent être en adéquation avec plusieurs systèmes de jeu au niveau de leur apprentissage, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va leur ouvrir leur capacité à réfléchir, leur capacité à se demander dans quel système ils jouent et surtout
d'avoir des options supplémentaires à leur jeu, tu vois. Donc pour moi, il faut les former, tu vois, à plusieurs de styles de jeu différents, ce qui va donner des références, on va dire, cognitivo-moteurs différents, pour qu'à l'avenir, ils s'adaptent plus facilement à différentes situations, tu vois. Les systèmes de ressortie, le comportement, la perte, euh, les confronter aux difficultés et leur donner plusieurs références, tu vois. Qu'ils sachent aussi reconnaître les systèmes adverses de leur équipe et avoir tout simplement une réflexion, tu vois, sur le jeu, sur, sur la méthode dont est employé le système de jeu du coach. Après, pour moi, c'est construire, tu vois, une référence, une bibliothèque dans notre cerveau qui permet de développer des options supplémentaires au jeu. Avec des erreurs, bien sûr, avec des réussites. Mais pour moi, tu vois, l'erreur, elle fait partie du système d'apprentissage, tu vois. Donc, le fait de faire des erreurs, le fait de voir différents systèmes, ça va permettre à ces jeunes gardiens-là de pouvoir avoir des référents de jeu, tout simplement. Pareil, tu vois, selon la tactique qui va être employée, le champ visuel n'est pas le même, tu vois. Alors, dans le champ visuel, on peut rajouter aussi l'aspect physique avec les systèmes d'entraînement qui sont en adéquation avec toute l'importance de ces développements, tu vois. Donc, tu vois, par rapport à la profondeur, l'orientation, la vision, forcément, le champ visuel n'est pas le même. Donc, pardon, d'information n'est pas la même. Tu vas parler de vision proche, vision lointaine. Après, il y a la relation avec l'équipe aussi, qui n'est pas du tout la même. Avec les joueurs, les espaces à couvrir, dans quel système tu joues, est-ce que tu joues haut, est-ce que tu joues bas. Alors là, j'ai une petite anecdote à te raconter, c'est que moi, en 2014, quand je fais la Coupe du Monde au Brésil, il y a un match qui a marqué pas mal de monde, et notamment les spectateurs. C'est ce fameux match Algérie-Allemagne, où on s'est aperçu que Manuel Neuer jouait dans une position qui était très avancée. Alors, depuis ce match, ça m'a complètement changé ma vision des choses. Pourquoi ? Parce que après ce match-là, je suis rentré chez moi et je me suis dit, mince, j'ai oublié quelque chose. Pourquoi ? Parce que j'ai été surpris des interventions de Manuel Neuer. Et donc, je me suis dit, pourquoi je suis surpris ? Parce que j'ai pas été travailler au préalable le profilage du gardien adverse et du système de jeu. Et donc, quand j'ai fait ça, je me suis aperçu que Guardiola, au Bayern, il utilisait Neuer comme il a été utilisé en équipe nationale d'Allemagne. Donc, ça veut dire que j'ai été rechercher tous ces matchs, j'ai été regarder tous ces matchs et je me suis aperçu que ce qu'il faisait au Bayern, il le faisait en équipe nationale. Et donc, moi, si j'avais étudié le gardien de but adverse à l'époque, moi, j'étais beaucoup plus concentré sur mon gardien, peut-être que sur une ou deux situations, j'aurais pu mettre à défaut la tactique qu'il avait mis en place. Et donc, tu vois, c'est des choses qui sont très intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le gardien va être utilisé dans différentes situations et différentes tactiques. Et donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de former ces gardiens-là et leur faire comprendre que il peut être utilisé un peu, entre guillemets, dans différents schémas. Et surtout, d'avoir des gardiens qui, quand un entraîneur arrive avec une autre idée de jeu, ne soient pas, on va dire, mis sur le côté parce qu'ils ne sont pas capables de répondre très rapidement aux intentions et de jeu de l'entraîneur qui arrive. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur qui arrive en professionnel, il n'a pas beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher quelqu'un qui est capable de jouer dans son système de jeu. C'est un peu ce qui s'est passé à l'époque à Marseille avec Mandanda et Sampaoli. Donc aujourd'hui, on s'est aperçu que Mandanda répondait pas aux critères du jeu de Sampaoli, sauf que Steve Mandanda, à la fin, il savait jouer comme Sampaoli lui demandait. Donc aujourd'hui, la question est qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce qu'on t'a appris ? Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'évoluer, de développer ce jeu-là avec n'importe quel entraîneur et n'importe quelle idée de jeu quand il arrive ? Voilà, c'est les grandes questions moi que je me pose. Je pense que le gardien, il fait vraiment partie du collectif. Il faisait partie du collectif à la base. Pourquoi ? Parce que il a toujours eu un rôle tactique, même au départ de l'histoire. Mais aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il a des options, mais qui sont démultipliées par rapport aux idées et au développement de jeu de certaines
certains pays, certains, certains entraîneurs, etc., etc. Donc, nous, on doit aussi apprendre tactiquement comment s'organiser pour être en symbiose avec l'équipe, tout simplement. Ce qu'on retient donc de tes propos, Michael, c'est que finalement, une des qualités premières du gardien de but de haut niveau actuel, ce serait sa flexibilité. Oui, complètement, ouais. Avoir une connaissance des situations, ce qui va leur permettre de développer un répertoire de capacités, tu vois, perceptivo-décisionnelles. Chaque situation, bah, tu dois t'adapter. Tu dois aussi faire le lien entre tes connaissances déjà acquises et certaines intuitions motrices, tu vois, que tu utilises dans la situation. Par contre, à chaque fois que la situation arrive, tu dois être en adaptation et créer, et c'est ce qui vaut de créer des nouveaux schémas neuraux. C'est ça. L'idée, c'est de développer un maximum moi j'appelle ça une bibliothèque, et tu vas aller chercher des livres qui vont t'expliquer un petit peu comment t'organiser, comment voir les choses. Tu as parlé à plusieurs reprises de ton travail d'analyse vidéo. Est-ce que tu pourrais détailler un peu cette partie-là? Bah, l'analyse vidéo déjà permet de savoir dans quelle disposition et dans quel schéma tactique évolue l'équipe adverse, notre équipe. Donc ça nous donne des référents visuels. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu l'occlusion visuelle, c'est-à-dire que je vais couper une situation et je vais lui demander un petit peu ce qui se passe. Donc sur cette situation-là, qu'il y a un gaucher à gauche ou un droitier à droite, il rentre intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? À quel moment tu vas prendre ton information? Est-ce que tu vois combien de joueurs sont dans la surface de réparation? Par rapport à la vitesse du ballon et à la hauteur, est-ce que le ballon, il est pour toi, est-ce que tu peux sortir? Si le ballon est très haut, bien évidemment, on a plus de chances de sortir. Après, si le ballon il est tendu, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois te replacer rapidement? C'est toutes ces phases stratégiques qu'on essaie de travailler. Et par rapport à la visibilité de la vidéo, on a énormément de situations qu'on peut vraiment travailler, quoi. Moi, je trouve que la vidéo, aujourd'hui, elle est indispensable à la progression et puis à la prise de conscience d'un système de jeu, etc. Il y a aussi les datas. Ils te permettent aussi de voir quels sont les circuits préférentiels de l'équipe adverse. Donc, il y a aussi des indices qui peuvent t'aider sur, par exemple, si c'est un gaucher qui joue à gauche, tu sais qu'il ne peut pas rentrer intérieur, il ne peut pas frapper, à moins d'avoir les deux pieds. Mais voilà, et c'est toutes ces références de situation de jeu qui, moi, me permettent de voir les choses, me permettent de me passionner à ça et surtout de regarder, d'essayer de regarder au plus vite l'action et le début de l'action qui va me permettre de donner des positions à mes gardiens et de les structurer dans le jeu, quoi. Et après, c'est eux qui ont les options. C'est-à-dire que sur une situation de centre haut, est-ce que j'ai la possibilité de capter le ballon ou bah, j'ai pas la capacité de capter le ballon et je dégage du point. Donc, c'est des options qui sont à développer tout simplement. Quel conseil, Michael, pourrais-tu ou voudrais-tu donner aux entraîneurs de gardiens de but, notamment dans le monde amateur, qui s'intéressent à l'entraînement cognitif, mais qui ont très peu d'expérience? Moi, ce qui est intéressant, c'est la prise d'information dans comment dirais-je, dans l'environnement, c'est-à-dire dans quelque chose qui est très écologique. Quoi? Parce que c'est de quoi ils vont être confrontés le week-end. Après, il y a des choses toutes simples à faire, hein, de savoir en quelle couleur joue l'équipe adverse, de faire visualiser ces couleurs-là par ton gardien au niveau des entraînements par la semaine. Après, moi, j'utilise, et je le disais, sur tout ce qui est visualisation de l'adversaire, que ce soit individuel ou collectif, des sortes de frappes. Il m'arrive qu'un joueur qui joue à gauche rentre pour frapper. Donc, il va falloir très rapidement savoir s'il est gaucher ou droitier, savoir s'il est capable de mettre un pas du pied ou de croiser. Donc là, on est plus sur des préférences motrices. Donc là, on a pas mal de renseignements maintenant sur même les matchs amateurs. On les filme, on connaît les joueurs contre lesquels on va jouer. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place. Après, moi, je fais des choses toutes simples. Après, pour les aider à visualiser une motricité, bah, je mets des couleurs sur les poignets, comme je disais, sur les chevilles, sur les épaules aussi. Donc j'essaie de changer un petit peu tous ces, on va dire, artifices
Et ce qui m'intéresse, c'est de poser la question à chaque gardien individuellement où eux, ils vont porter leur regard sur l'adversaire. Donc là, tu as des systèmes qui sont complètement différents d'un gardien à un autre. Donc, faut pas croire que tous les gardiens prennent l'information de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant. Donc après, je peux individualiser ces séances. Je sais que lui, il va prendre plus l'information sur les épaules. Donc là, je vais intensifier la vision sur les épaules de couleur. Et après, comme je te disais, j'atténue les couleurs, que ça devienne plus des couleurs de match avec des repères. Donc, pour refaire un petit peu le parallèle, par exemple, quand tu as un daltonien, moi, je lui demande de regarder les inscriptions sur le maillot. Donc, dès le départ, il doit regarder les inscriptions sur le maillot pour voir un petit peu sur quel domaine il doit regarder. Et après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, ça dépend aussi à l'heure où tu joues. Si tu joues le soir, si tu joues comment dirais-je, la journée, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Pourquoi? Parce que je suis allé voir plein de choses, parce que je m'intéresse à plein de choses, parce que dans certains stades, la luminosité, elle n'est pas pareille. Je sais que dans des stades, l'éclairage, il est face au gardien. Donc, tout ce qui est ballon en profondeur, il va avoir des difficultés. Donc, j'essaye de m'adapter la semaine, à savoir si je joue dans un tel ou tel stade, l'éclairage, c'est pas le même. Donc, comment je fais? J'essaye de trouver des artifices. J'essaye au maximum de me rapprocher à ce qui va se passer lors du match. Donc, c'est ça qui est intéressant et surtout, ça donne de la créativité et surtout, l'important, c'est d'expliquer ce que tu fais et d'expliquer ce que tu travailles. Et moi, c'est aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de savoir ce que je travaille. Est-ce que je travaille la vue périphérique? Est-ce que je travaille la vue centrale? Est-ce que c'est de la mémoire de travail? Est-ce que, est-ce que je peux automatiser les gestes? Est-ce que je peux automatiser les prises d'information? À quel moment il va prendre l'information? Voilà, tout simplement. Alors après, si tu veux, sur les spécifiques, si tu travailles toujours dans les 6 mètres, ta prise d'information, bien évidemment, elle va être sur une distance plus courte. Le fait de travailler la prise d'information sur une distance plus courte, à quel moment en match tu vas prendre ton information? Et on voit souvent des gardiens qui sont en difficulté sur les ballons en profondeur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder plus loin. Pour faire très simple, hein. Donc là, toutes ces questions-là, moi, je me les suis posées. Alors, ton parcours est fait de rencontres, mais s'il y avait une formation que tu voudrais recommander à nos auditeurs, quelle serait-elle? Moi, les préférences motrices, c'est quelque chose qui m'a marqué en Suisse avec Bertrand Terrolas, Ralph Hippolyte. Quoi? Parce que c'est des choses qui sont très importantes dans sa manière de voir, de fonctionner, de bouger. Il y a Volo Dalen aussi, qui est dans le même système. Tout ça, c'est intéressant. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la première des choses, c'est qu'on entraîne un humain. Donc là, toute la partie de la psychologie humaine, et pour moi, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire qui est intéressante. L'histoire de la personne qu'on entraîne. Alors, plus elle est jeune, entre guillemets, plus le système de développement, pour moi, il doit être à option. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si je veux vendre un gardien à Manchester City, je peux pas faire que s'entraîner sur sa ligne parce que ça marchera pas. Euh, je dois, comment dirais-je, l'aider à lui ouvrir, on va dire, des chemins neuronaux qui vont lui permettre d'avoir toutes ces options de n'importe quel système de jeu. Ce qui est important, c'est déjà que lui te donne aussi son sentiment. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le seul pilote, tu vois. Moi, je trouve que ils t'apprennent énormément de choses dans la manière où tu organises tes exercices et des fois, c'est même eux qui vont te donner des options. Donc, il y a vraiment moi, j'ai une théorie d'entraînement, mais dedans, il y a plein d'options. Donc, il y a des choses qui sont, pour moi, très importantes, comme les positions sur le terrain, comme l'analyse de l'adversaire par rapport à quel système il joue. Nous, notre système, qui est très important. Pourquoi? Pour avoir des repères visuels. Et c'est ça qui est important.
Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de l'adversaire, de l'attaquant. Alors, plus tu joues au niveau, eh ben, moins ils en ont. Plus ça va vite et plus les prises d'informations sont rapides. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup de formations qui m'ont marqué. Moi, l'armée m'a énormément aussi marqué dans cette capacité à développer des athlètes. Mais tout part, on va dire, de la base. Hein, est-ce que tu as une bonne vision? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu t'alimentes bien? Puis après, il y a pour moi, la partie psychologique dont on en a parlé. On est tous issus on va dire, d'un endroit, dans le monde, euh, qui est enrichissant, c'est d'apprendre aussi les systèmes de développement de tous les gardiens du monde. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant. Où il est né. Donc, moi, je discute souvent avec Rai sur Ederson. Pourquoi? Parce que comment il est capable de jouer sur des espaces réduits, très confinés et de s'en sortir, on va dire, psychologiquement, avec des sources on va dire, de confiance qu'il a. Donc, il m'expliquait c'était dans les favelas. Il est capable de jouer dans des petites rues, etc., avec sous pression, etc. Donc, il y a toutes ces histoires de vie qui, pour moi, sont hyper importantes parce qu'ils sont la construction de la personne que tu as devant toi. Alors, moi, je vais te faire un parallèle, je pense que tu vas rigoler. Moi, j'adore tout ce qui est psychologie et psychologie, on va dire, criminelle. Donc, tout ce qui est l'étude des tueurs en série. Et c'est un lien parce que de comment tu as été élevé, de comment tu es, tu vas reproduire ce que tu as eu dans ta jeunesse, entre guillemets. Donc, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a des gens qui comprennent pas pourquoi des gens tuent ou ont des actes de barbarie ou des situations qui sont complètement non compréhensibles du commun des mortels. Mais quand on se penche sur le sujet, on n'accepte pas, mais on comprend pourquoi ils arrivent à des situations comme ça. Et donc, moi, je fais aussi le parallèle avec le gardien, où des fois, moi, je comprends pas, parce que moi, dans mon système de conception, c'est pas celui-là. Mais parce que moi, je suis sensible au foot, je suis sensible à la tactique. Et je pense que l'évolution de ce métier-là fait que on doit se développer. Mais je peux comprendre qu'un gardien ne prenne pas de risque à faire des passes dans l'axe, etc., etc. Au même titre qu'un entraîneur n'accepte pas, dès le plus jeune âge, par exemple, un gardien fasse une passe sous pression à son numéro 6. Donc voilà, moi, c'est toute cette sensibilité, on va dire, psychologique qui fait qu'à un moment donné, ben, tu es qui tu es, quoi. Et l'idée de développer tout ça, moi, c'est quelque chose qui m'anime et m'intéresse. Alors c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait passer la journée tout entière à échanger. On arrive tout doucement sur la fin de cet échange. Comment nos auditeurs peuvent-ils faire pour te suivre dans tes activités? Bah, moi, je communique pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai un devoir de confidentialité. Mais, mais moi, vous pouvez me contacter. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai Facebook, j'ai Instagram. Euh, Après, voilà, c'est ma conception des choses. Après, c'est pas la vérité parce que, enfin, j'ai des sensibilités. Enfin, je pense que tu me connais maintenant et tu sais un petit peu, et par rapport au podcast, toute cette sensibilité que je veux partager. Je veux que j'essaie que ce soit logique. J'essaie de faire des choses logiques. La chance qu'on a, c'est que ce métier et l'entraîneur des gardiens aujourd'hui a énormément évolué, que ce soit le gardien. On parle souvent du gardien, mais l'entraîneur des gardiens a énormément évolué. On a une énorme responsabilité, nous, en tant qu'entraîneur des gardiens. Donc, la responsabilité à entraîner ton gardien de manière, on va dire, individuelle, mais qui soit aujourd'hui en adéquation avec le collectif. Donc, ça demande des compétences supplémentaires qu'on a pu avoir lors du passé. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on associe l'entraîneur des gardiens à quelqu'un qui frappe dans le ballon. Donc, quelque chose qui est très rudimentaire. Et on avait tendance à l'associer aussi au niveau des gardiens. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on fait toujours des choses comme ça. Pourquoi? Parce que bah, ça reste un gardien de but. Mais nous aussi, on a évolué avec le temps, avec la fonction, avec les règles du jeu, avec la tactique.
Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, hein. Je suis sur LinkedIn, il y a pas de problème, hein, j'essaie de répondre un maximum aux gens qui puissent, me solliciter. Donc moi, j'essaye d'apprendre, de tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est ma fonction, primaire, de vouloir apprendre les choses, quoi. Apprendre à apprendre, tout simplement. Je pense que c'est un très très beau mot pour la fin de cet épisode. Le gardien de but est un joueur intelligent dans le Oui. foot moderne, comme un joueur de champ. Et ça colle parfaitement avec l'objectif de ce podcast qui vise à développer l'intelligence des joueurs. Alors merci beaucoup Mickaël pour ce témoignage passionnant. Je te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans tes projets à venir et surtout je vous souhaite l'accession en Ligue 1 et je te dis à très bientôt. Bah, écoute, je te remercie vivement. C'est vraiment, j'ai passé un très, très bon moment. Merci énormément d'avoir mis en lumière, le poste du gardien de but et tout ce qui s'y réfère. Merci Mickaël, à bientôt, bye. Bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des idées et des pistes à explorer avec tes joueurs. Si tu as trouvé ça intéressant, voilà comment tu peux m'aider à faire grandir ce podcast. Abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien rater. Chaque épisode, c'est une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser. Partage cet épisode avec d'autres entraîneurs ou passionnés. Ça pourrait vraiment les inspirer et les aider à progresser à nos côtés. Laisse-moi une note ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça prend 1 minute et ça m'aidera énormément à toucher d'autres éducateurs comme toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter NeuroConiFoot. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.